Il existe des moments dans la vie où tout semble s'aligner d'une manière presque surnaturelle. Des personnes apparaissent sur notre chemin emportant une sensation de familiarité inexplicable, comme si nous étions déjà reliés sur un autre plan. Lorsque cela arrive, beaucoup se demandent « Est-ce Dieu qui a placé cette personne dans ma vie ?» L'idée d'une rencontre prédestinée suscite à la fois fascination et crainte, car il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais de forces archétypiques qui façonnent notre voyage intérieur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la perspective profonde de la psychologie de Carl Jung pour comprendre les signes qui indiquent un lien transcendant, le hasard. Il ne s'agit pas de prédictions magiques, mais d'un appel à la conscience. Reconnaître les symboles, écouter l'intuition et décoder ce que l'inconscient collectif cherche à nous révéler. Si vous croyez que les véritables connexions ne se produisent pas par hasard, laissez un commentaire ci-dessous. Je fais confiance aux signes du destin. Profitez-en pour mettre un like, vous abonner à la chaîne et soutenir dans les commentaires. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Pour comprendre les signes d'une rencontre qui semble avoir été choisie par quelque chose de plus grand, il est essentiel de regarder à travers la lentille de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Jung croyait que notre réalité est traversée par des forces inconscientes qui s'expriment par des symboles, des synchronicités et des archétypes. Quand deux personnes se rencontrent de façon significative, cet événement peut représenter bien plus qu'une simple affinité. Il peut marquer l'activation d'un processus psychique profond. L'idée que Dieu a choisi quelqu'un pour vous peut être interprétée comme une manifestation de l'individuation, le processus par lequel on devient véritablement soi-même. Les rencontres significatives sont souvent des catalyseurs de ce processus. L'autre peut incarner des aspects de notre psyché que nous devons reconnaître, travailler et intégrer. Dans ce sens, il peut activer à la fois l'ombre, tout ce que nous refoulons, et l'anima ou l'animus, ces figures intérieures qui représentent le principe féminin chez l'homme et le masculin chez la femme. Un autre concept fondamental ici est celui de la projection. Au début d'une relation intense, nous projetons inconsciemment des parties de nous sur l'autre, le voyant comme parfait ou envoyé par Dieu. À partir du moment où nous prenons conscience de ces projections, nous commençons à voir l'autre tel qu'il est réellement. Et c'est précisément là que commence l'amour mature. Enfin, lorsqu'on parle de rencontres qui semblent orchestrées par une force divine, la synchronicité est un élément essentiel. Jung a défini la synchronicité comme la coïncidence significative entre un état psychique interne et un événement externe. Si des signes semblent surgir trop rapidement, il ne s'agit peut-être pas de précipitation, mais bien de synchronicité. Il existe des rencontres qui n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour révéler leur importance. La connexion est immédiate. Les regards se croisent naturellement, et avant même que l'histoire ne commence, quelque chose en nous sait déjà. Cette personne jouera un rôle important dans notre parcours. Carl Jung appelait ce type d'expérience synchronicité, un principe qui décrit des coïncidences significatives, qui ne s'expliquent pas seulement par la causalité, mais qui portent un sens profond. Quand nous parlons de quelqu'un qui semble avoir été choisi par Dieu, le premier signe est généralement celui-ci, une suite d'événements symboliques qui soulignent l'importance de cette rencontre. La synchronicité est bien plus qu'un simple hasard. C'est comme si l'inconscient collectif, cette source universelle d'images et de significations partagées entre tous les êtres humains, se manifestait dans le concret pour attirer notre attention. Dans des rencontres marquantes, il est fréquent d'observer une suite d'événements insolites, des symboles récurrents, des rêves intenses ou des certitudes intérieures qui défient la logique. Vous pensez à quelqu'un et il apparaît.
Quelque chose en vous hésite, mais le monde s'emploie à aligner les chemins. Ces petits grands signes sont des invitations de l'inconscient à une écoute plus profonde de la vie. Dans la vision jungienne, ces rencontres synchroniques surviennent généralement lorsque le soi, le centre organisateur de la psyché, nous pousse vers la totalité. Le soi n'agit pas de manière directe, mais envoie des messages sous forme d'images, d'émotions et de symboles. Quand une personne entre dans notre vie de façon si chargée de sens, elle peut incarner un appel à la maturation psychique. La relation dans ce cas n'apparaît pas seulement pour combler des besoins affectifs, mais pour nous confronter au mystère de la transformation intérieure. Le sentiment que c'était écrit est donc légitime dans cette perspective symbolique. Mais il faut souligner un point crucial. Tout événement synchronique ne signifie pas permanence. Souvent, ce qui arrive avec intensité repart avec la même vitesse. Cela n'invalide pas l'expérience, mais révèle son but, provoquer un mouvement intérieur. La synchronicité n'assure pas des fins heureuses au sens romantique, mais elle accomplit sa mission en nous mettant face à ce qui dormait en nous. Il arrive aussi que deux personnes partagent des rêves semblables avant même de se rencontrer, ou que des événements apparemment sans lien, comme entendre sans cesse le même nom ou sentir une présence avant même de connaître quelqu'un, préparent le terrain symbolique à l'arrivée de la rencontre. Ces phénomènes, si difficiles à expliquer, sont compris par la psychologie analytique comme des manifestations de l'inconscient collectif où tout est relié par un ordre plus profond. Dans les contextes spirituels, ces coïncidences sont interprétées comme des signes divins. Et en un sens, Jung ne les niait pas. Mais il traduisait cette divinité en termes symboliques. Pour lui, le soi possède des attributs que nous associons traditionnellement à l'image de Dieu. Sagesse, guidance, totalité. Ainsi, quand nous sentons que Dieu a uni deux personnes, nous pouvons comprendre cela comme le soi opérant à travers la synchronicité pour conduire un processus de développement psychique. Le défi est d'être conscient. L'inconscient se communique à celui qui veut bien écouter. Si nous ignorons les signes, les rêves, les intuitions, nous pouvons perdre des occasions précieuses d'apprentissage et de croissance. Mais si nous accueillons ces événements avec respect et attention, même sans tout comprendre rationnellement, nous nous mettons en résonance avec l'intelligence symbolique de la vie. Reconnaître une rencontre marquée par la synchronicité, c'est ouvrir un espace à quelque chose de plus grand que la logique. C'est comprendre qu'il existe des moments où le temps psychologique et le temps du monde convergent pour offrir une expérience transformatrice. Et si nous sommes attentifs, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas de chance, mais de signification. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous impacte profondément dès le départ, il est courant de sentir que cette personne possède quelque chose de spécial, presque comme une lumière ou une présence qui nous hypnotise. Ce genre d'expérience aussi puissante qu'énigmatique est souvent alimenté par le mécanisme de la projection. Dans la psychologie jonesienne, la projection est le phénomène par lequel nous attribuons à l'autre des caractéristiques, des désirs, des qualités ou des ombres qui nous appartiennent, mais que nous n'avons pas encore reconnues consciemment. Au début d'une relation, surtout lorsqu'on ressent que cette rencontre n'est pas due au hasard, la projection agite avec force. Nous projetons sur l'autre non seulement nos idéaux d'amour, mais aussi des images archétypiques profondes, comme celle du héros, de l'âme sœur, de la mère protectrice ou du père sécurisant. La personne qui se tient devant nous, de chair et d'os, commence à porter un poids symbolique dont elle n'a même pas conscience. Et c'est là que se trouve le danger. Nous confondons l'image projetée avec la réalité de l'autre, créant des attentes impossibles à maintenir avec le temps. Cette idéalisation
est une forme d'enchantement. Il y a quelque chose de presque magique dans le fait de regarder quelqu'un et de sentir qu'il est la réponse à toutes nos questions, le reflet exact de ce que nous avons toujours cherché. Et en vérité, il l'est, mais seulement sur le plan intérieur. La personne symbolise une part de nous, un fragment refoulé, oublié ou rêvé. C'est pourquoi le sentiment de reconnaissance est si profond. Nous ne rencontrons pas seulement l'autre, nous retrouvons une partie de nous-mêmes à travers lui. Cependant, vient un moment où l'image projetée commence à se fissurer. L'enchantement laisse place à la réalité et l'autre montre ses limites, ses failles, son humanité. Cette étape s'accompagne souvent de déception, de frustration ou de conflit. Mais c'est précisément là que la relation peut devenir véritable. Quand nous cessons d'aimer la projection pour voir l'être réel en face de nous, nous entrons dans une dimension plus profonde et plus mature de la connexion. Dans l'expérience des rencontres qui paraissent guidées par le divin, la projection joue un rôle fondamental. Elle agit comme un aimant qui rapproche deux personnes afin que le processus d'individuation, le développement du vrai soi, puisse commencer. La personne que nous choisissons ou qui nous est envoyée sert de miroir, activant des parties endormies de notre psyché. Mais pour que cette relation soit constructive, il faut reconnaître que l'autre n'est pas notre idéal ni notre sauveur, mais un être autonome avec son propre chemin, ses complexités et son inconscient. Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux se transforment. Cette transformation n'est possible que si nous retirons nos projections pour laisser le lien se développer sur la réalité et non sur l'illusion. C'est l'une des épreuves les plus exigeantes de l'amour conscient. Abandonner l'idéal pour accueillir le réel, en sachant que le réel peut lui aussi être profondément beau, même imparfait. Le retrait de la projection ne signifie pas la fin de l'enchantement, mais plutôt le début d'un émerveillement plus solide, plus lucide et plus respectueux. C'est le moment où nous commençons à aimer l'autre pour ce qu'il est réellement, non pour ce qu'il représente dans notre monde symbolique. Et c'est à partir de là que l'amour prend racine, non plus comme une expérience magique passagère, mais comme un choix conscient qui se renouvelle chaque jour. Ainsi, l'un des signes les plus profonds qu'une rencontre a quelque chose de divin ne réside pas seulement dans son intensité initiale, mais dans sa capacité à nous mener au-delà de l'idéalisation. Quand nous pouvons rester auprès de l'autre même après la chute des voiles de la projection, c'est le signe que nous ne cherchons plus seulement à combler quelque chose en nous, nous sommes prêts à grandir avec l'autre, à partir du réel. Il existe une couche des relations que peu acceptent d'affronter, celle qui révèle ce qu'il y a de plus caché, de plus refoulé et de plus dérangeant en nous. Quand quelqu'un semble avoir été envoyé par Dieu et entre avec intensité dans notre vie, il est fréquent qu'après l'enchantement initial, cette personne commence à toucher des points sensibles, des blessures anciennes et des émotions non résolues. Ce processus est inévitable et nécessaire, car il n'existe pas de lien significatif sans confrontation avec sa propre ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente tous les aspects de la personnalité, exclus de la conscience au fil de la vie. Ce sont des traits, des désirs, des impulsions et des souvenirs jugés inacceptables et donc relégués à l'inconscient. Mais les ignorer ne les rend pas inoffensifs. Au contraire, l'ombre agit silencieusement, influençant nos choix, sabotant nos relations et projetant des conflits sur les autres. Dans une relation profonde, cette ombre trouve un espace pour émerger avec intensité. C'est précisément dans les relations intimes que l'ombre se manifeste avec le plus de clarté. L'autre devient un miroir vivant, reflétant tout ce que nous ne voulons pas voir en nous.
Ainsi, quand nous ressentons de la colère, de la jalousie, du contrôle ou du rejet de façon disproportionnée, il est essentiel de demander « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» L'intensité émotionnelle n'apparaît pas par hasard. Elle indique que quelque chose en nous a été activé. Et le rôle de la personne qui provoque ce mouvement est souvent celui d'un catalyseur de transformation intérieure. Dans les rencontres marquées par un sens du destin, l'activation de l'ombre n'est pas un accident. C'est une partie du plan symbolique. La présence de l'autre agit comme un portail qui nous permet d'accéder à des contenus inconscients et d'entamer ainsi un processus de guérison et d'intégration. Jung considérait ce processus comme une étape de l'individuation. Affronter l'ombre, accepter ses messages et la réintégrer à la conscience est indispensable pour devenir entier. Il est important de préciser que l'apparition de l'ombre dans une relation ne signifie pas qu'elle est mauvaise ou condamnée à l'échec. Au contraire, c'est justement lorsque nous nous sentons défiés que le lien gagne en profondeur et peut devenir authentique. Mais cela exige de la maturité émotionnelle et la volonté de se tourner vers soi-même. Si nous accusons l'autre de tout ce que nous ressentons, nous perdons l'opportunité de mieux nous connaître. Mais si nous utilisons la relation comme un miroir de croissance, nous pouvons transformer les conflits en sagesse. L'activation de l'ombre est également liée à la chute des idéalisations. La personne qui semblait parfaite commence à nous irriter, nous confronter, nous frustrer. Sans le vouloir, elle nous montre tout ce que nous n'avons pas encore guéri. Et c'est souvent à ce moment que beaucoup renoncent, croyant que l'amour s'est éteint. Mais en réalité, c'est là que l'amour commence à être mis à l'épreuve et peut être purifié. L'ombre ne détruit pas la relation. Elle révèle ce qui doit être travaillé pour que le lien devienne réel. Pour que ce parcours soit fécond, il faut développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité à maintenir le dialogue entre les opposés en nous. Au lieu de nier ou de projeter l'ombre sur l'autre, nous apprenons à l'écouter, à comprendre ses origines et à intégrer ses vérités. Cette fonction n'émerge pas spontanément. Elle se cultive par la connaissance de soi, la réflexion et souvent la douleur. Les relations qui touchent l'âme ne sont pas faciles. Elles n'existent pas pour flatter l'ego, mais pour le déconstruire. Elles nous invitent à voir nos masques, à remettre en question nos certitudes et à affronter nos contradictions. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un nous confronte profondément, il est probable qu'il ne soit pas un ennemi, mais un miroir de ce que nous devons encore illuminer en nous. Ainsi, la présence de l'autre devient un instrument de révélation, et cette révélation, même inconfortable, peut être le plus grand des cadeaux, la possibilité de devenir plus conscient, plus entier et plus authentique. Aimer l'autre cesse alors d'être une fuite de soi-même et devient un chemin vers la rencontre avec ce que nous sommes en essence. En chacun de nous habite une contrepartie intérieure. Chez l'homme, l'anima, son aspect féminin inconscient. Chez la femme, l'animus, son aspect masculin inconscient. Ces archétypes, tels que décrits par Carl Jung, ne sont pas de simples métaphores, mais des structures vivantes agissant dans la psyché. Quand nous rencontrons quelqu'un qui semble avoir été choisi par Dieu, il s'agit souvent de l'activation de ses principes intérieurs. L'autre incarne ce qui est caché en nous, révélant la route vers la totalité. L'anima et l'animus sont responsables de nos désirs les plus profonds de connexion. Ce sont eux qui façonnent nos idéalisations amoureuses, nos fantasmes de complétude, nos quêtes inconscientes de ce qui nous manque. Et c'est pourquoi, quand nous rencontrons quelqu'un qui résonne fortement avec ces archétypes, nous avons l'impression de retrouver une présence familière,
presque mystique. Cette sensation de « je connais déjà cette personne » est le reflet de la projection de l'anima ou de l'animus sur l'autre. Chez l'homme, l'anima se manifeste comme sensibilité, intuition, créativité, émotion, accueil. C'est à travers elle qu'il se relie à son monde intérieur et au mystère de l'âme. Quand il projette son anima sur une femme, il voit en elle toutes ses qualités, parfois idéalisées, et se sent irrésistiblement attiré. Mais cette attraction n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est symbolique. La femme représente, à ce moment, une porte d'accès à sa propre profondeur émotionnelle. Chez la femme, l'animus se manifeste comme raison, fermeté, direction, initiative et pensée structurée. Lorsqu'elle projette l'animus sur un homme, celui-ci devient à ses yeux un guide, un maître, un refuge. Cette projection éveille en elle le désir d'intégrer ses qualités, non seulement dans la relation, mais dans sa personnalité. Ainsi, la rencontre avec cet autre a le potentiel de libérer des forces intérieures restées endormies. Il est fondamental de comprendre que l'anima et l'animus n'ont rien à voir avec les rôles de genre ou les stéréotypes sociaux. Ils sont les symboles du féminin et du masculin psychique, des énergies complémentaires existant en chaque personne, indépendamment du sexe ou de l'identité. Et le processus d'individuation, le chemin vers la totalité intérieure, exige que ces deux pôles soient reconnus et intégrés en équilibre. Quand quelqu'un entre dans notre vie et active ce principe complémentaire, nous sentons qu'une partie de nous se complète. Mais cela ne veut pas dire que l'autre vient nous remplir, mais plutôt nous montrer ce qui manque à notre développement. L'erreur la plus courante est de rester figé dans l'idéalisation de la projection. Continuer à voir l'autre comme une moitié d'orange, comme une solution magique à nos vides intérieurs. Mais en réalité, il n'est qu'un reflet de ce que nous devons encore développer. Le véritable cadeau de ce type de rencontre est l'éveil intérieur. L'homme séduit par l'anima projeté doit apprendre à s'ouvrir émotionnellement, à écouter son intuition, à accueillir sa vulnérabilité. La femme, qui tombe amoureuse de l'animus projeté, doit apprendre à s'affirmer, à structurer ses idées, à affirmer son identité avec fermeté. La relation devient alors une école d'intégration où chacun est invité à devenir plus entier à travers le reflet symbolique de l'autre. Lorsque le processus de projection se dissout, et cela arrive inévitablement, deux chemins sont possibles. Si les deux acceptent de grandir, la relation s'approfondit, car elle se fonde désormais sur la réalité et non plus sur les images archétypiques. Mais si l'un ou les deux s'accrochent à l'illusion, le lien s'affaiblit car il s'éloigne du but de l'individuation. Les relations réellement significatives ne sont pas celles qui nourrissent nos fantasmes, mais celles qui nous enseignent à intégrer ce qui nous manque. La rencontre avec l'anima ou l'animus est toujours un appel spirituel, même si elle prend la forme d'un amour terrestre. C'est l'âme qui demande l'équilibre, l'inconscient qui offre une clé vers la totalité. Et c'est pourquoi nous ne devons pas craindre ce type de connexion intense. Nous devons seulement être conscients que le véritable travail commence après l'enchantement, lorsque nous comprenons que l'autre est avant tout un miroir de notre potentiel oublié. En reconnaissant et en intégrant ces aspects intérieurs éveillés par l'autre, nous cessons de chercher la complétude à l'extérieur et commençons à construire en nous l'union sacrée entre le féminin et le masculin. C'est à ce stade que l'amour cesse d'être une quête de salut et se transforme en un chemin d'expansion de la conscience. Certaines rencontres semblent inscrites entre les lignes du destin, non par hasard. Elles arrivent avec la force de la synchronicité, nous traversent avec l'intensité des projections et révèlent en silence les parties de nous qui doivent encore être vues.
Quand nous sentons qu'une force supérieure a placé quelqu'un sur notre route, nous ne faisons pas seulement face à une relation, nous faisons face à un miroir de l'âme. La psychologie John Gene nous enseigne que ces connexions n'existent pas pour nous compléter, mais pour nous transformer, que ce soit par l'éveil de l'ombre ou par l'activation de l'anima ou de l'animus. L'amour, qui semble guidé par le divin, exige conscience, courage et ouverture à l'inconnu. Il nous pousse vers l'individuation, nous invitant à intégrer tout ce que nous avons nié en nous-mêmes. C'est pourquoi plus important que de demander « Cette personne a-t-elle été choisie pour moi ?» Il est essentiel de réfléchir. Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même à travers cette relation? Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle complète tout ce que vous venez de découvrir et peut enrichir encore davantage votre voyage intérieur.